Bonsoir mesdames et messieurs, ou bonjour, c'est selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Kivunabiso, nous sommes fidèles à notre devoir, c'est lui de garder le cordon ombilical entre les populations sous occupation de la brigade avancée du Rwanda, que l'on appelle la FCM 23, et l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous abordons ces questions pour leur donner confiance, mais leur dire que la République souffre ensemble avec elle. Et pour ce soir, nous allons aborder les questions très pertinentes, les questions foncières et les questions coutumières. Pour ce faire, trois invités sont avec moi sur ces plateaux. Le premier, c'est Alain Ntibonira. Bonjour Alain. Bonjour, Monsieur Eddy. Alain est magistrat, il nous dira davantage ce qu'il fait. Et le deuxième invité, c'est Placide Nzilamba. Bonjour Placide. Bonjour Monsieur Eddy. Et le troisième, c'est Nikez Kibel-Bel. Bonjour Nikez. Bonjour Eddy. Je vous ai dit que nous allons parler des questions foncières, mais surtout des questions coutumières aussi. Avant d'entrer de plein pied dans ces sujets, je vous propose cette chronique. Les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo ne sont pas seulement motivés par des raisons économiques. Derrière les armes, il y a une autre stratégie, une ambition expansionniste soigneusement planifiée. Selon plusieurs observateurs, cette stratégie vise le contrôle des terres. Des chefs coutumiers légitimes sont tués par la brigade avancée du Rwanda au Congo, AFC M23, d'autres forcés à l'exil, laissant leurs trônes vacants et les communautés sans repère. 3 décennies plus tard, les conflits coutumiers se sont multipliés dans la région, notamment dans l'ancien Kivu. Les rebelles du M23 ravivent davantage et instrumentalisent ces tensions en nommant de nouveaux chefs coutumiers favorables à leur cause. Cette politique de nomination des autorités coutumières par les supplétifs du Rwanda, disent les habitants, n'est d'autre qu'une stratégie dont la finalité est d'orchestrer et faciliter l'accès aux terres par des populations extérieures, principalement rwandaises. Nous avons suivi avec consternation, mais surtout aussi avec indignation, une pseudo-nomination d'un Mwami à la chefferie d'Iboucha. C'est ici pour nous une occasion non seulement de dénoncer, mais de condamner cette intrusion malveillante du pays agresseur, le Rwanda, parce que c'est de ce pays qu'il s'agit, qui aujourd'hui, après avoir occupé nos terres, après avoir commis des affres, des violations des droits de l'homme, après avoir saboté, n'est-ce pas, les institutions de la République démocratique du Congo, violé son intégrité, nous voilà encore ce que moi je qualifie d'être la deuxième phase, celle d'un putsch, parce qu'il s'agit vraiment d'un putsch, celui de la coutume de la chefferie d'Iboucha. Nous avons suivi que cette nomination est venue d'un pays étranger. On a nommé celui qu'on appelle Patrick Ndeze. Nous considérons que c'est un usurpateur, parce que les rites coutumières, les protocoles coutumiers ne permettent pas que ce Kidam puisse être installé comme chef coutumier dans la chefferie de Boucha. Cette guerre, elle est aussi une guerre d'occupation. Lorsque la tradition est bafouée, la coutume est piétinée, les chefs coutumiers sont écartés de leur royauté, c'est la preuve que c'est une guerre d'occupation, c'est une guerre où ils veulent chasser un peuple pour implanter un autre peuple au sein de nos communautés. Et nous, comme peuple congolais, on ne pourra pas accepter que notre identité soit piétinée, que notre identité soit falsifiée au profit d'une population qui vient de l'étranger. Dans les zones occupées, les rebelles ont installé leurs propres chefs de groupement, villages et chefferies. Dans les territoires de Niragungu, les habitants dénoncent l'envahissement progressif de leurs terres par des populations venues du Rwanda, une situation similaire dans les territoires de Massissi et Calais. Je ne suis pas encore allé au champ car nous avons rencontré nos champs déjà cultivés. Aujourd'hui, nous sommes sans activité. Je demande à ce que s'ils récoltent de nous laisser nos champs pour me permettre aussi de cultiver. Nous sommes venus de Kalenga jusqu'à Roussayo. Lorsque le M23 avait pris la ville de Goma, il nous avait ordonné de rentrer chacun dans son village. Nous avons dit merci. Je suis rentré jusque chez nous à Kalenga. Ils nous ont encore donné 24 heures pour quitter notre village. On n'a pas compris la motivation. Il n'y avait pas la guerre ou une quelconque situation qui nous empêchait de rester. On était déjà contents de rentrer chez nous. Et de manière surprise, nous avons vu les gens nous donner 24 heures
faire pour quitter. Nous sommes partis et comme nous n'avions pas où aller, car nous ne pouvons plus rentrer dans les camps de déplacés qui n'existent plus et on n'a pas l'argent pour prendre les maisons en location à Goma. C'est alors que nous sommes réfugiés ici. Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé tout le champ occupé par d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Et jusqu'à présent, ça fait 2 mois que je suis ici, à Kibumba. Je n'ai pas le pouvoir de piétiner dans ces champs pour cultiver à cause des occupants de ces champs. Sur ce, même si je suis ici à Kibumba, je suis comme un déplacé car je ne sais pas quoi faire. Ces repeuplements s'intensifient, surtout dans les Massissi, où, selon les témoignages des populations locales, les Rwandais, en collaboration avec les M23, déversent régulièrement des prétendus réfugiés de manière illégale et sans qu'aucun mécanisme ne permette de vérifier leur véritable origine. En complément de l'installation des autorités coutumières, des actes de terreur destinés à pousser les habitants à fuir. Dans les villages de Kalake et Kalenga, proche du parc de Virunga, où plus de 200 civils ont été massacrés entre décembre et février 2023. La persistance et l'accélération de la nomination des nouveaux chefs coutumiers par la brigade avancée du Rwanda au Congo fait partie d'une stratégie plus large, celle de garder le contrôle du pouvoir local capable d'influencer les processus de rapatriement des réfugiés et recomposer la carte humaine du Kivu et l'histoire. Une occupation qui ne se limite plus aux armes, mais s'enracine dans les institutions coutumières mêmes et identitaires à travers la terre. Nikez Kibelbel. Une stratégie savamment orchestrée, préparée depuis des lustres. Les informations à votre disposition démontrent-elles que sur place là-bas, les chefferies, les groupements, les villages sont complètement vidés de leur autorité traditionnelle? Oui, merci beaucoup. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est une réalité dure à vivre et même à accepter. Le phénomène de la guerre est connu. Lorsque l'occupant arrive, il chasse les populations qui doivent se déplacer. Mais au-delà de cela, il vise effectivement le pouvoir coutumier. Parce qu'il faut faire une relation entre les rébellions rwandaises au Congo et le pouvoir coutumier. C'est-à-dire qu'il y a une déstructuration du pouvoir coutumier parce que l'objectif, ou parmi les objectifs, l'un des objectifs, c'est d'occuper ces terres. Et ces terres ne peuvent être occupées que par des personnes inconnues. Alors, le schéma, il est simple. Vous chassez les populations, vous tuez les chefs coutumiers, ceux qui ont la malchance, et vous les remplacez par ceux qui ne répondent pas, n'entrent pas dans la logique ou dans la lignée pour qu'ils puissent exécuter les sales besognes. Donc c'est une réalité qui sévit depuis 30 ans, où on des peuples, on tue, et si on fait les statistiques, on va se rendre compte que si le chef coutumier légitime ne fuit pas, il est tué pour être remplacé par un chef qui est illégitime. Donc c'est une stratégie savamment préparée et qui se met en place au jour le jour. Placide Nzilamba, on est en train de réécrire l'histoire alors. On efface ceux qui sont détenteurs de la vraie histoire pour remplacer par ceux qui vont écrire une nouvelle histoire. Effectivement, dans l'analyse qu'on avait faite il y a à peine 5 ans à la société civile, on a établi que parmi les causes profondes de cette guerre, il y a les 2 premières qui sont la recherche de l'identité et la recherche de la terre. Et que donc, partant de ces 2 causes, vous allez trouver que la terre donne à la personne l'identité. La personne est identifiée à partir de la terre qu'elle occupe. Et que donc, pour avoir de la place au Congo, il faut avoir la terre. Pour avoir la terre, il faut passer par quoi? Par le pouvoir. Et vous savez que le chef coutumier est le premier gestionnaire de la terre dans son entité ici au Congo. Alors, pour accéder à cette terre, qu'est-ce qu'il faut faire?
on remplace des chefs coutumiers par des faux, de ceux qui vont entrer dans le plan savamment conçu, comme Kibelbel l'a dit, ceux qui vont servir les intérêts des occupants. Et c'est ce qui se fait actuellement. Je vais vous dire, par exemple, pour la partie Nord Kivu, il y a déjà des chefs coutumiers qui ont été tués pendant cette guerre. Il y a maintenant la chefferie de Bukumu, la chefferie de Bachali, la chefferie de Bouicha et la chefferie de Batangi, sur lesquelles on a remplacé déjà des chefs coutumiers. Vous voyez que c'est déjà une zone très immense sur laquelle on a mis la main et sur laquelle maintenant il s'opère des actes de quoi? De confiscation de terres, comme l'élément qui est passé là l'a bien souligné. Maintenant, les vrais propriétaires de ces terres sont en errance. Et que donc, petit à petit, on est en train de nous voler le pays. On va rentrer dans les détails. Monsieur Alain Thibault Nera, j'ai dit qu'il est magistrat, mais il est magistrat, il est déplacé de guerre, parce vous êtes magistrat au Sud Kivu. Exactement. Parce qu'on parle de terre, justement, et c'est des ordres qui est créé dans le domaine coutumier. Vous-même, en tant que magistrat sur place, est-ce que vous avez eu à aborder ce genre de questions, gérer ce genre de conflits en termes de succession, en termes de pouvoir coutumier? Voilà, merci M. Eddy. Je tiens effectivement à préciser que je viens du site Kivu et j'ai été sidéré par les pratiques actuelles dues à la guerre que nous traversons de ce côté-là. Et par patriotisme, je me suis retrouvé à Kinshasa, mais c'était après plusieurs menaces, je dois l'avouer. Bien entendu, nous avons eu à traiter ce genre de questions, mais je dois vous assurer que c'est un phénomène qui vient finalement d'atteindre son paroxysme. De manière très visible et sans vergogne, nos terres commencent à être accaparées au fur et à mesure. Mais au début, c'est un phénomène qui a commencé malicieusement, où vous voyez par exemple un étranger, sachant qu'il ne peut pas acheter la terre chez nous de lui-même, premièrement parce que la loi, il y a certaines contingences qui sont prévues dans la loi, il ne peut pas accéder à une concession perpétuelle, n'est-ce pas? Mais aussi par souci d'avoir la terre et par peur de ne pas se faire identifier comme étant un étranger, il cherche un commissionnaire, un prête-nom, qui va agir en son nom, mais pour le compte de l'étranger. Alors il va aller chez le propriétaire terrien, il va acheter la terre, et puis par la suite, il va faire une cession en faveur de l'étranger. Il va garder les documents, les titres fonciers malicieusement, et c'est pendant ces périodes-ci que finalement, il exhibe son titre pour montrer de manière très visible que c'est lui désormais le propriétaire de ces terres. Et aujourd'hui, par exemple, par rapport à la question immobilière, vous verrez, il y a des gens qui avaient déjà des titres qui sont présumés faux. En fait, parce que la procédure de leur acquisition n'est pas traçable. Mais ils sont en train de faire exécuter, de faire déguerpir des gens de maisons. Et parmi ces gens, il y a également ceux-là qui ont eu la possibilité d'exhiber leurs titres, mais il s'est retrouvé sur le terrain judiciaire avec le propriétaire du bâtiment en question. Et puis, ayant perdu le procès, suite à une décision définitive, il profite de ces moments-ci pour épousseter encore son jugement, faire fi même de ses jugements, ramener les dossiers devant des procédures qui ont été créées de l'autre côté, entre guillemets, des procédures d'arbitrage, entre guillemets, et obtenir gain de cause finalement, alors qu'il avait déjà perdu le procès. Mais puisque nous sommes à une situation unique en son genre, une telle personne revient encore, il reprend la procédure de nouveau,
et il accède à une décision. Dieu merci, son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, cela a été clair par rapport à cette question-là, à ce genre de situation. Il a dit que toutes les décisions judiciaires qui seront rendues dans ces espaces seront tout simplement déclarées nulles et dénues les faits. Donc, oui, nul et dénu les faits. Nous allons revenir sur cette question précise foncière. Le temps pour nous déterminer le contenu de cette problématique des pouvoirs coutumiers. Nikias Kibelbel, quand on installe un nouveau chef coutumier, qu'est-ce qui en est la motivation? Comment on va trouver cette personne que l'on désigne momentanément chef coutumier ou que l'on désigne chef coutumier? Quand on sait que les traditions, les cultures expliquent comment on devient chef coutumier dans une chefferie, dans une localité ou dans un groupement ou dans un village. Oui, j'ai parlé de la déstructuration du pouvoir coutumier. Ce terme est très important dans la mesure où l'occupant qui arrive, il choisit quelqu'un de son obédience parce qu'il doit faire appliquer sa volonté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester dans la lignée, j'allais dire officielle, dans la lignée légitime. Il doit choisir quelqu'un qui viendrait mettre en mal cette lignée. Quelqu'un qui va détruire les archives, parce que ça part d'une politique, nous l'avons dit savamment préparée. Il faut détruire les archives. Il faut détruire l'identité d'un peuple. Vous savez, même nous lisons, même quand vous lisez un roman commence par les personnages, l'identité du personnage. Donc ici, c'est une guerre aussi identitaire, parce qu'on détruit l'identité des Congolais pour les faire remplacer par d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Alors, le chef coutumier qui connaît tout le monde, qui doit témoigner de qui occupe tel endroit, tel terrain, celui-là, on l'écarte. S'il a de la chance, il fuit, sinon on le tue. Et celui qui est remplacé, il est de leur obédience, il est assujetti, il est soumis au dictat qu'on lui donne, et il agit effectivement pour effacer toutes les traces. Parce que nous sommes dans une opération, vous savez, lorsque le M23, depuis les CNDP, depuis l'AFDEL, ils ont posé un problème de la nationalité, notamment la nationalité des Tutsis. Alors, nous sommes engagés dans ces bateaux-là où régulièrement, on doit trouver des gens à rapatrier. Bon, je dis rapatrier, le terme n'est pas celui-là. C'est-à-dire, on prend des gens qui ne sont pas des Congolais, qui sont des Rwandais, qu'on veut installer au Congo. Or, ce sont les chefs coutumiers qui doivent témoigner. On appelle ça d'ailleurs, je pense, le terme va venir, dans les cas de réfugiés. On écarte les chefs coutumiers qui connaissent tout le monde, qui connaît la terre, qui connaît l'identité. On place quelqu'un qui ne connaît rien ou qui ne connaît pas ou qui fait semblant de connaître pour accréditer ceux qui viennent et leur donner une identité congolaise. Donc c'est ça, au fait, l'un des objectifs poursuivis par ces dépeuplements, ces remplacements des chefs coutumiers ou cette façon d'effacer l'histoire de la République démocratique du Congo. Placide Zilamba, est-ce que dans le passé, vous avez eu à enregistrer ce genre de problèmes qui ont surgi après les différentes rébellions ou les différentes occupations des terres congolaises par l'armée rwandaise? Des changements comme ça des chefs coutumiers, est-ce qu'on a réussi à revenir à l'ordre coutumier? Effectivement, nous avons identifié des problèmes similaires et nous les avons soumis au gouvernement. Et le gouvernement avait mis en place la structure qu'on appelle Commission consultative de règlement des conflits coutumiers. Cette commission est opérationnelle dans toutes les chefferies du Nord Kivu et au niveau provincial. Effectivement, la commission a eu à régler le conflit coutumier au niveau de la chefferie de Bukumu, et a eu à régler d'autres conflits coutumiers dans le groupement et village dans le territoire de Nyiragongo, à Massissi, à Walikale, à Lubero, même à Beni, même à la chefferie de Bachou. Cette question a été réglée. Et que donc, le gouvernement était en phase déjà d'aller finir avec tous ces conflits. C'est maintenant que les occupants, ayant vu que les leurs avaient été déjà évincés, c'est parmi les motivations d'accélération de cette guerre. C'est comme ça qu'ils sont venus rapidement. C'était à peine que le chef de chefferie de Bukumu venait d'être installé officiellement. Celui de la chefferie de Bachou venait d'être installé officiellement.
voyant que leur calcul était déjà ébranlé, ils ont repris les armes pour ramener les leurs qui sont là maintenant, qu'ils ont installés des forces. Et maintenant, pour vous en convaincre, c'est qu'il y a des gens qui viennent maintenant du Rwanda, qui arrivent dans des villages et qui se font passer pour des enfants des arrières occupants. Ces villages-là. Oui, oui. Et ils disent, cet espace était pour mon oncle, cet espace était pour mon arrière-grand-père. Mais les gens disent, non. Vous n'êtes pas connu ici. Vous n'êtes pas connu ici. Quand on interroge l'histoire, son arrière-grand-père n'avait pas mis au monde et n'avait pas même d'épouse. C'est lui qui le cite là. Alors toi, tu seras petit-fils de quelqu'un qui n'a pas eu de femme, d'épouse, et qui n'a pas mis même au monde ailleurs. Et il fait payer. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont à l'administration des occupants, délivrent des convocations, on invite les gens sur un espace et on fait leur savoir que voici le petit-fils de l'arrière-occupant. Et que vous devez quitter l'espace ou faire des arrangements avec lui. Et des gens sont en train de débourser du jour au jour de l'argent. Donc on achète encore ses propres biens, sa propre parcelle. Vous voyez l'aventure dans laquelle... Ça, je vous dis avec des preuves. Donc vous êtes occupant d'une parcelle, on vient vous la revendre, vous la racheter. Effectivement. Parce que tout simplement, il y a déjà une administration acquise à cette logique-là. Et que donc, chaque communauté s'identifie à son chef. Quand vous enlevez un chef à la tête d'une communauté, vous coupez la tête de cette communauté. Voilà que nos populations congolaises, les vrais occupants, les vrais propriétaires de la terre, sont en errance. Vous avez entendu dans les reportages, nous ne savons plus y aller parce que nos champs, nos maisons sont déjà occupées par d'autres personnes dont on ignore l'origine. Mais vous, en tant que société civile, le relais que vous avez sur terrain, comment vous échangez avec eux pour qu'ils maintiennent la flamme, pour qu'ils essayent, parfois au péril de leur vie, de faire valoir leurs droits? Effectivement, nous devons aussi dire que l'approche est de privilégier d'abord la vie. Devant une personne armée, une personne avec puissance, il faut vraiment jouer à ce qu'on appelle la malignité. On ne veut pas que ces gens-là jouent à l'intelligence, mais à la malignité. Parce que tout simplement, c'est une période qui ne leur permet pas de pouvoir valoir leurs droits. Là, comme je l'avais dit la fois passée, ça c'est un trou noir où tous les diables du monde se rassemblent aujourd'hui. Il ne faut pas risquer, mais il faut avoir l'attitude de dire l'État reviendra et je rentrerai dans mes droits. C'est d'abord bien protéger ces titres de propriété. Vous avez entendu à Goma, ils ont appelé les gens à venir s'identifier de nouveau dans une circonscription foncière qu'eux-mêmes ont créée. Ils ont créé même leur propre circonscription foncière là-bas, qui est en train encore de redistribuer la terre. Vous voyez que c'est dangereux. Donc, même si on finissait avec la guerre, nous aurons encore un problème foncier qui va se poser avec et même coutumier. Donc, il crée de vrais problèmes dont la résolution n'est pas aussi d'une année ou 2 ans. Voici, nous allons y revenir et nous sommes là justement pour rappeler à la population de Goma, à la population de Rutshuru, à la population de Kiwanja, mais à la population de Kalé, partout où vous êtes sous occupation, tenez bon, le gouvernement de la République va revenir forcément et l'ordre public sera rétabli, chacun sera remis dans ses droits. Monsieur le magistrat, vous avez dit tout à l'heure, bon, c'était hors caméra, que même sur les territoires où anciennement c'était les questions coutumières qui réglaient la propriété foncière, on y a désigné les conservateurs des titres immobiliers qui gèrent désormais l'octroi des terres, même là où il y avait les pouvoirs coutumiers, c'est ça? Oui, effectivement, dans certains territoires, vous allez constater qu'il y a maintenant toute une administration foncière qui est bien implantée. Et il délivre les titres conformément au droit écrit, c'est-à-dire le droit foncier, le code foncier qui est en vigueur. Mais à côté, il y a toujours le droit coutumier qui persiste toujours. Et finalement, la population, dans la mentalité, ils ont encore confiance plus à la coutume, n'est-ce pas? Ils ont encore confiance à la coutume. Alors,
même si, par ailleurs, dans les zones rurales, on est appelé tantôt à appliquer la coutume, tantôt à appliquer le droit écrit. La coutume, généralement, les terres rurales, généralement, sont des terres qui sont régies par la coutume. Et là où il n'y a pas l'administration foncière, les titres n'ont pas été délivrés, eh bien, ces genres de litiges sont de la compétence des tribunaux de paix. Mais là où les titres ont été délivrés, là où il y a une administration foncière qui est bien implantée, eh bien, ce sont généralement des litiges qui sont de la compétence des tribunaux de grande instance. Pour autant, bien entendu, ce soit des terres qui ont une certaine valeur palpable. Alors, mais la réalité, c'est laquelle? Là où peut-être on est un tout petit piégé, c'est que le caractère sacré des notaires, tel que ça a toujours été le cas depuis nos aïeux, nous sommes en train d'assister à une sorte de désacralisation de cela. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que dans notre code de la famille, lorsque quelqu'un meurt, bien entendu, lorsqu'il n'a pas laissé de testament, on va lui appliquer le régime de la succession en dehors du testament, ce qu'on appelle la succession ab intestate. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, cela signifie que lorsqu'une personne meurt, tous ses héritiers, ils ont la vocation successorale et directement, ils tombent dans ce qu'on appelle l'indivision, ils deviennent des copropriétaires. Et vous savez qu'il est de principe en droit que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision. À tout moment, ils peuvent provoquer le partage. Et lorsqu'ils provoquent le partage, c'est chaque héritier qui se retrouve avec sa portion de terre et avec le droit d'en faire ce qu'il veut. OK? Alors que dans la mentalité coutumière, la terre était tellement sacrée qu'on ne pouvait pas en disposer. On ne pouvait pas la vendre à n'importe qui, surtout à quelqu'un qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle c'était le Mwami lui-même qui avait la possibilité de céder la terre. D'accord? Mais aujourd'hui, les co-indivisaires ou les copropriétaires, une fois ayant partagé la terre que leur papa leur a laissée, chacun a la liberté de vendre à qui il veut. Et les étrangers en profitent également, puisque un étranger, le même paysan, par souci d'avoir de l'argent, et face à la pauvreté, il sera enclin à vendre la portion des terres qui lui a été accordée. Et pour ce faire, lorsqu'il y aura des potentiels acheteurs qui vont se présenter auprès de lui, il ne va même pas vérifier si c'est un Congolais, c'est un fils du terroir, etc. Il vend la terre. Maintenant, les étrangers sachant, ou disons-le sincèrement, les Rwandais, n'est-ce pas, le pays limitrophe, sachant qu'ils ne peuvent pas acheter directement la terre chez nous, ils vont passer par des commissionnaires avec qui ils vont nouer des contrats, bien entendu, ils vont leur donner de l'argent et ils vont prendre fait et cause de leur projet d'acheter la terre. Ils vont se présenter chez le paysan qui a hérité la terre de son parent prédécédé et sur cette terre, il était en copropriété avec ses frères et sœurs. Il va vendre la terre à ses commissionnaires pensant qu'il est en train de vendre à son frère, mais par la suite, ce même commissionnaire, il va faire la cession à l'étranger. Et l'étranger va garder tous ces documents-là. Et dans des situations de ce genre, ils vont en profiter pour montrer que c'est lui qui est devenu effectivement le propriétaire de la terre, parce que la situation lui permet, c'est la guerre, etc., c'est les désordres. Facilement, il ne peut pas se cacher. Très bien, c'est une occasion de dénoncer ce genre de pratiques. Nikez, on a parlé de la désacralisation de la terre, mais on désacralise aussi tout le pouvoir coutumier, tous les effets
qui ont un caractère sacré dans nos villages, dans nos groupements, dans nos chefferies, sont quasiment en train d'être désacralisés. Oui, en principe, la terre ancestrale, on ne la vend pas. Parce que c'est une succession. On ne vend pas la terre ancestrale. Mais pour la vendre, ou si vous voulez, pour l'occuper par l'étranger, il faut chasser celui qui détient le pouvoir légitime. Et quand on le chasse, puisqu'on ne respecte pas le code ou la légitimité de la lignée, on désacralise tout. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse. Le ministre de la Justice avait réagi ici lors d'un briefing sur la nomination des magistrats. Ouais. Mais l'histoire se répète. En 2002, Moïse Nyarugabo avait nommé des magistrats dans l'espace occupé par le RCD. Mais là où nous sommes tombés dans le piège, nous, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, c'est que lors du dialogue intercongolais, il a été dit et acté que les gestes posés par chaque groupe rebelle dans les territoires qu'il occupait devraient être validés ou invalidés par le dialogue, lors du dialogue intercongolais. Ce qui fait que tous ces magistrats qui avaient été nommés par Moïse Nyarugabo sont devenus des magistrats de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il faut attirer l'attention. Ces magistrats, ils sont nommés pour valider des actes qui sont illégaux. Ça, c'est de un. De deux, nous avons un problème de rapatriement des réfugiés. Parce que le profilage de type 5 que le Rwanda refuse, ce profilage dit quoi? Que le chef coutumier, c'est lui qui vient identifier les siens. Vous voulez nous faire venir des étrangers, comme quoi ils sont des Congolais. Mais c'est le chef coutumier qui va déterminer que tel monsieur est de telle lignée. Nous connaissons l'histoire, ainsi de suite. C'est comme cela dans le cas de la désacralisation. On tue les chefs, on brûle les archives, on déplace les populations et on prend la personne qui doit exécuter les actes qui sont illégaux. Donc c'est vraiment des calculs bien faits et bien mûris. Voilà, ce sont donc ces calculs qui sont faits, mais nous avons le devoir de les dénoncer et de tenir notre population en alerte pour que le moment venu, tous ces méfaits soient dénoncés, que l'ordre soit rétabli. Avant que nous poursuivions pour parler des questions foncières dans les villes, avec ce que Nzelam a dit tout à l'heure, nous allons d'abord suivre le président de la République qui, malgré l'inimitié, malgré l'adversité, il est resté au-dessus en invoquant même une possible paix des braves entre lui et son homologue rwandais. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement.
Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Voilà, donc c'était le message du président de la République lors du Global Gateway à Bruxelles. C'est ce que le président dit depuis. Mais la brigade avancée du Rwanda ne l'entend pas de cette oreille, parce que ce dont on parle, on a dit que c'est une stratégie savamment préparée, mais il faudrait aussi que l'on dise que l'impact sur les villes, sur les territoires occupés, l'impact est réel. Les fonciers est dangereusement menacé et même le patrimoine de l'État est mis en mal. Nicaise qui belle. Oui, les fonciers, tout est mis en mal, tout est menacé. Et comme tout est menacé, le discours du chef de l'État, il le dit, regardons-nous en face. Mais on est en face, effectivement, d'un pouvoir, du pouvoir du Front patriotique rwandais, qui veut effectivement, qui veut balkaniser, qui veut prendre nos terres. C'est comme cela qu'à 98%, comme l'a dit le président de la République, au niveau de Luanda, tout a capoté sans donner de raisons. C'est comme cela que pour appliquer le programme, ils ont attaqué Goma, ils ont attaqué Bukavu, ils sont dans les villes et les espaces congolais. C'est-à-dire que les objectifs poursuivis, ils ne veulent pas les lâcher, bien que nous tous, nous voulons de la paix. Donc, le problème au niveau des villes, on vend des maisons ou des parcelles à de moindres prix, et comme ils installent leur administration judiciaire, leur justice acte ces ventes-là, et lorsque vous revenez, c'est trop tard. C'est pourquoi, lors des négociations, si demain ça aboutissait, il faut insister sur l'annulation de tous les actes posés dans les territoires sous occupation. Ça c'est vrai. On s'en tient à ce que le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit. Il n'y aura pas d'acte de justice rendu qui soit valable pendant cette période d'occupation rwandaise. Exactement. Cela a été dit et à point nommé, parce que, au vu des irrégularités qui émaillent les procédures qui sont en train d'être initiées par l'administration judiciaire qui a été implantée par la rébellion, on sent qu'il y a plusieurs irrégularités. Déjà en amont, ce ne sont pas des magistrats. Ce sont des gens qui ont été nommés alors que la loi, la Constitution est claire. Ce sont des imposteurs. Il n'y a qu'un magistrat qui a été régulièrement nommé par le chef de l'État, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, qui peut poser des actes en tant que magistrat. Mais ceux-là qui sont là-bas, ils ne prestent pas vraiment en tant que magistrat. Et même la manière d'administrer la justice, la manière, disons, les actes qu'ils sont en train de poser pour la manifestation de la vérité par rapport aux contentieux fonciers qui leur sont soumis, vous allez constater qu'il y a plusieurs irrégularités. Plusieurs irrégularités entachent leurs actes. Au-delà de ça, vous allez constater qu'il y a une sorte d'émergence d'une catégorie des justiciables qui avaient déjà perdu des procès et qui ont des décisions déjà qui sont devenues définitives, c'est-à-dire qui ont déjà épuisé toute le voie des recours, mais ils sont conscients que j'ai perdu le procès. Donc, l'État s'est déjà prononcé définitivement sur ma situation.
Mais ces gens vont encore revenir devant le même, devant cette administration judiciaire pour faire valoir leur cause. Et souvent, ils obtiennent gain de cause. Vous voyez. Au-delà de ça, vous allez constater, vous avez parlé de la question du patrimoine immobilier au niveau de la ville. Il y a des cas de spoliation des immeubles de l'État. Il ne faut pas se voiler. Il y a des gens qui ont des documents. Ils prétendent qu'ils ont acquis des concessions ou des maisons à la suite d'une procédure de désaffectation. Mais si vous inspectez de tout près, vous allez constater que ces actes de désaffectation ne sont pas réguliers, puisque la loi dit qu'un bien de l'État ne peut quitter un domaine public de l'État pour aller vers les domaines privés de l'État qu'à la suite d'un acte de désaffectation qui est régulier. Vous voyez. Mais maintenant, on assiste à des spoliations. Des maisons de l'État sont en train d'être spoliées. Mais il y a trop de questionnements autour de la régularité de ces actes-là. Raison pour laquelle ils profitent de ces moments, puisque s'ils étaient conscients qu'ils avaient des actes irréguliers, ils auraient pu saisir la justice bien avant pour qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits. Mais la réalité, c'est que maintenant, bon nombre de ces gens, profitant de la situation en vogue, ils brandissent ces titres-là et directement, vous allez voir, ce sont des machines qui se ruent sur des maisons de l'État. Et voilà, les gens sont en train de s'approprier comme ça du patrimoine immobilier de l'État. Ouais. D'où ce sont des contentieux, bien entendu, qui vont encore renaître à la suite, disons, après ces guerres auxquelles on est en train d'assister là-bas. Donc, on va assister vraiment à une augmentation du nombre de litiges fonciers immobiliers dans ces zones-là. Voilà. Nous allons terminer cette fois avec Nzilamba. Vous parliez tout à l'heure, malgré l'arrêté de la ministre des Affaires foncières il y a quelques mois pour interdire l'émission des nouveaux titres dans les zones occupées, il y a quand même un entêtement. Vous en parliez tout à l'heure. À Goma, partout, on invite des propriétaires connus d'aller de nouveau s'identifier pour acquérir de nouveaux titres fonciers. Effectivement, parce que tout simplement, on va identifier des maisons de ceux qui sont absents pour les attribuer aux nouveaux venus. D'ailleurs, eux-mêmes vivent dans les maisons d'autrui. Ils ont confisqué les maisons des civils dans la ville de Goma. Imaginez-vous des gens qui n'avaient pas où dormir, ils vivaient avec nous comme des délinquants dans la ville. Ils viennent après s'approprier nos maisons parce que nous avons pris fuite. Ça, c'est un banditisme. Je vous ai dit, tous les diables sont réunis là-bas. C'est pour des choses comme ça. Ils veulent avoir des choses gratuitement. Ils veulent que quand nous revenons, ils vont nous dire « Je suis devenu propriétaire de la RVA. Je suis devenu propriétaire de telle concession. » C'est ça qu'ils cherchent. Et c'est pourquoi nous disons, alors que nous préparons la réponse politique, diplomatique et militaire, il faut maintenant que tous les ministères se préparent déjà. Lorsque l'autorité de l'État sera rétablie, chaque ministre dans son secteur doit vite travailler pour que ce qui appartient au peuple congolais lui revienne rapidement. Parce qu'on voit aujourd'hui, on a créé, moi je me demande, comment l'État peut accepter des associations de commissionnaires de la terre? Commissionnaires de la terre. Ça, tu as vu où? La terre n'est pas une matière à vendre. Il y a une association comme ça. Oh, ça pilule là-bas. Maintenant, ce sont eux qui sont à l'aise à Goma et ailleurs. Pour maintenant dire, cette parcelle est vide, venez acheter. Et on crée des faux propriétaires, des faux petits-fils, des propriétaires fictifs pour venir chasser déjà sur les espaces et les céder à d'autres personnes. Je crois que bon, c'est un carrefour de gens spécialisés dans des vols et puis dans les mensonges. Bon, les documents que ces gens-là peuvent te donner. Notre ami Delio qui se fait procurer, s'il est procuré, si c'est lui qui est autorité suprême de la justice là-bas, c'est lui qui nomme les magistrats, il fait même des commissions, il fait passer même les tests, et délibère. Donc, je crois que c'est une aventure. Eux-mêmes savent qu'ils sont dans une aventure qui ne va pas aboutir, mais c'est pour escroquer même les petits paysans là,
qui sont en train de souffrir pour avoir même les 10 francs pour survivre. Donc je crois que ce qui est là, c'est de demander déjà au ministre de l'Intérieur de bien vouloir s'apprêter à d'abord engager la commission de règlement des conflits de pouvoir coutumier à se déployer urgemment au Nord Kivu dès que l'autorité de l'État sera rétablie pour traiter les questions des pouvoirs coutumiers. De deux, c'est de préparer déjà les recensements des populations pour qu'on fasse d'une pierre d'un coup. Parce que s'il faut attendre, avec les négociations politiques et consorts, ils vont venir nous amener des étrangers pour venir encore s'éclipser comme des Congolais. Vous voyez que le fait de ne pas avoir un registre de recensement, ça nous coûte maintenant. Parce que là, on va trouver même des Somaliens, parce qu'ils traitent avec tous les diables du monde. Somaliens, Érythréens, sont là. Maintenant, ils circulent librement à Goma, comme si c'est leur pays. Donc, voilà. En tout cas, il y a lieu de défendre le Congo sur ces domaines-là du pouvoir coutumier. Les archives des chefferies et des bureaux d'état civil qu'ils ont déjà détruits pour ne fût-ce que perdre la trace de la nationalité. Nos enfants qui étaient inscrits dans les registres, attaque des Congolais où ils ont tiré des actes de naissance, ces registres n'existent plus. Donc, quand vous volez même un registre d'actes de naissance, quelle considération on peut vous faire? Je crois qu'il faut encore apprêter d'autres registres rapidement et réidentifier la population et même au besoin passer à un recensement général pour que les populations reviennent dans leurs droits. Dans leurs droits. Merci beaucoup Placide Nzilamba pour ces explications très claires sur ce qui se passe dans la partie sous occupation de l'armée rwandaise ou de sa brigade avancée qu'on appelle la FCM 23. Ces explications ont également été données par Nikez Kibelbel et Alain Tibonira. Je vous rappelle qu'il est magistrat dans le Sud Kivu. Il s'est mis à l'abri, évitant cette guerre. Avant que nous terminions, je demande quand même à la réalisation de nous envoyer l'adresse du président de la République aux jeunes de la partie est de la République. Il parle des jeunes du Kivu. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Voilà donc le message du président de la République qui est arrivé aux jeunes de Goma. Nous, ici sur ces plateaux, Kivu Nabiso, il ne reste plus qu'à dire merci à nos invités. Je disais tantôt qu'il s'agit de Alain Tibonira, je n'ai pas massacré son nom, Placide Nzilamba et Nikez Kibelbel qui ont été avec nous, avec lesquels nous avons abordé les questions des affaires coutumières, hein, les questions coutumières, mais aussi les questions foncières. Aux populations de Goma, en tout cas, tout ce qui a été mis en place comme administration judiciaire, sachez que c'est de l'imposture. Ils n'ont aucun acte, un arrêt ou un jugement rendu qui tiendra dès lors que l'autorité de l'État sera rétablie. Et ceux qui vont se fourvoyer avec
les titres fonciers émis par cette administration ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Les arrêtés ont été signés et les messages vous sont certainement parvenus. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.